Papillon, Steve McQueen, Dustin Hoffman, L'île du diable. Ce film carcéral épique de 1973 demeure l'un des plus brutaux et des plus beaux jamais réalisés. Mais derrière ces murs délabrés se cache un véritable trésor de secrets. De véritables combats de crocodiles, une chanson de Paul McCartney née sur le tournage, l'apparition finale poignante d'un scénariste mis sur liste noire et la vérité choquante sur la véracité de cette histoire. 21 anecdotes insolites et une révélation bonus incroyable qui pourrait bien changer votre vision du film à jamais. Installez-vous confortablement et plongez dans l'histoire sur ma chaîne. Le papillon a failli s'envoler vers une autre étoile. Avant même que Steve McQueen ne mette les pieds sur le plateau, le rôle de Papon prenait une toute autre direction. Lorsque Continental Distributing a acquis les droits du best-seller autobiographique d'Henri Charrier pour 500 $, le studio imaginait Roman Polanski à la réalisation et Warren Beatty avec le tatouage de papillon. Mais lorsque le financement du studio s'est effondré, le projet a changé de main. Le producteur Robert Dorfman a alors envisagé Terrence Young à la réalisation et Charles Bronson dans le rôle principal. Imaginez un peu, la star de Death Wish pataugeant dans la jungle du Guyana français. Ce n'est qu'après l'échec de ces plans que Franklin J. Shaner et Steve McQueen entrèrent en scène, transformant ce qui aurait pu être un film d'action oubliable en une épopée inoubliable. Parfois, les meilleurs films naissent du chaos, le rôle qui n'existait pas. Dustin Hoffman rêvait de jouer dans Papon. Il y avait juste un problème. Aucun rôle important ne lui était proposé. Le scénario original de William Goldman se concentrait presque exclusivement sur Papon lui-même, reléguant Louis D.J.A. au second plan. Dans le livre, D.J.A. était déjà un personnage secondaire. Les producteurs ont donc fait preuve d'ingéniosité. Ils engagèrent Lorenzo Simple Jr. pour réécrire intégralement le scénario, développant le rôle du procureur d'une simple note de bas de page à un rôle principal dans le but précis d'attirer Hoffman. Le pari fut gagnant. Hoffman était tellement investi qu'il passa des semaines à la Bibliothèque publique de New York à étudier le système des bagnes français, se plongeant dans tous les documents qu'il put trouver. Ce genre de préparation obsessionnelle a constitué le fondement de l'une de ses performances les plus sobres. McQueen a interrompu le tournage pour protéger l'équipe. Lorsque les fonds ont manqué en cours de tournage et que personne n'a été payé pendant 3 semaines, Papon semblait voué à devenir un autre fiasco hollywoodien inachevé. La plupart des stars auraient simplement attendu que la situation se calme, protégés par leur contrat. Steve McQueen n'était pas une star comme les autres. Lorsqu'il découvrit que les membres de l'équipe étaient privés de leurs indemnités journalières, alors que lui et Hoffman continuaient de percevoir les leurs, McQueen confronta directement les producteurs. Son ultimatum fut simple et brutal. « Tant que tout le monde n'est pas payé, je ne travaille pas. » La production fut complètement interrompue pendant 5 jours, ce qui coûta 4 millions de livres sterling au studio, mais McQueen refusa de céder tant que chaque machiniste, chaque chef électricien et chaque figurant n'aurait pas reçu son dû. La situation s'améliora immédiatement. Lutter contre un véritable crocodile de 6,7 mètres. Cette scène avec le crocodile n'est pas un trucage. Steve McQueen et Dustin Hoffman sont réellement montés sur un crocodile vivant de 6,7 mètres. L'animal avait été temporairement drogué et ses mâchoires massives immobilisées par des fils de fer. Mais cela n'en rendait pas l'expérience moins terrifiante. McQueen sauta le premier, suivi d'un Hoffman visiblement réticent. On imagine aisément ce qui leur passait par la tête, à califourchon sur un prédateur préhistorique. Ils savaient qu'un seul faux pas, un seul mouvement de fil de fer déplacé, pouvait transformer une scène de film en tragédie. Les images qu'ils ont filmées dégagent une authenticité qu'aucun effet spécial numérique ne pourrait jamais reproduire. Vic Tabak, qui interprète le garde abattant le crocodile, était apparemment tout aussi nerveux que les autres. Si ces anecdotes vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Croyez-moi, ce n'est que le début. Le saut de la falaise, McQueen l'a qualifié d'expérience la plus exaltante de sa vie.
Dans la scène culminante du film, Papon se jette d'une falaise vertigineuse dans l'océan déchaîné, agrippé à un radeau de fortune fait de noix de coco. Les producteurs souhaitaient naturellement recourir à une doublure, mais McQueen avait d'autres projets. La scène fut tournée sur les falaises de Maui, à Hawaï, et McQueen insista pour effectuer lui-même le saut. L'eau était en réalité bien moins profonde qu'il n'y paraissait, rendant la cascade véritablement dangereuse. Lorsqu'il émergea des vagues, McQueen arborait un large sourire. Il décrira plus tard cette expérience comme l'une des plus exaltantes de sa vie. Pour un homme qui avait déjà réalisé des cascades légendaires dans La Grande Évasion, c'est un compliment extraordinaire. Une rivalité amicale, mais non sans quelques tensions. McQueen et Hoffman étaient deux acteurs très différents, avec des approches diamétralement opposées. Hoffman, formé au théâtre, était méthodique et se préparait mentalement avant chaque scène importante. McQueen, lui, était instinctif. Il préférait se placer devant la caméra et jouer. Des tensions apparaissaient parfois. Un jour, Hoffman se lança dans un monologue à toute vitesse et McQueen l'interrompit net. « Du calme, mec, du calme! » Débarrassez-vous de tout ça. Vous n'en avez pas besoin. Faites simple. Une autre fois, Hoffman a invité quelques amis à assister au tournage. McQueen les a immédiatement fait expulser du plateau. Pourtant, malgré ces différends, Hoffman a par la suite qualifié McQueen de type formidable et d'homme extrêmement gentil et élégant en dehors des plateaux. Sur le plateau, il est devenu très intense. Puis, en riant, Hoffman a également parlé de son partenaire comme de son fils. Justin Hoffman a touché 750 $0 de moins. Le générique indiquait « égal », mais les chèques révélaient une toute autre réalité. Steve McQueen a empoché 2 millions de dollars pour Papon, assorti d'une garantie contractuelle que son nom figurerait en premier au générique. Dustin Hoffman a touché 1,25 million de dollars, une somme considérable mais sensiblement inférieure à celle de McQueen. Furieux de cet écart, il refusa de coopérer pendant un certain temps. L'affront fut d'autant plus douloureux que les deux acteurs étaient alors au sommet de leur gloire. McQueen, véritable icône de style, sut tirer profit de son statut de star incontesté. Steve McQueen était la plus grande vedette masculine des jeunes acteurs des années 60, alors que Hoffman, auréolé du succès du lauréat et de Macadam Cowboy, dut se contenter de la deuxième place, tant au niveau du salaire que de l'affiche. La hiérarchie hollywoodienne, même à ses plus hauts niveaux, pouvait se montrer d'une injustice brutale. La musique, considérée comme l'une des meilleures de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith avait déjà composé des musiques légendaires pour La Planète des Singes et Patton lorsqu'il a retrouvé le réalisateur Franklin Schaner pour Patton, ce qui en résulta était une œuvre unique en son genre dans son incroyable carrière. Le thème principal est une valse parisienne empreinte de nostalgie, portée par l'accordéon et les cordes. Avec des passages impressionnistes délicats évoquant Debussy, Goldsmith enregistra la partition à Rome avec l'orchestre Union Musei Roma, utilisant des instruments folkloriques caribéens pour évoquer le cadre exotique du film. La musique a été nommée aux Oscars et est devenue l'une des préférées de Goldsmith. Seules 40 minutes des 2h30 du film sont consacrées à la musique, ce qui rend chaque note essentielle. L'épouse de Dustin Hoffman fait une apparition secrète. Observez attentivement la scène d'ouverture. Tandis que les prisonniers défilent dans les rues en direction du port, une femme élégante regarde Louis D.G.A. partir. Cette silhouette élégante est celle d'Anne Byrne Hoffman, la véritable épouse de Dustin Hoffman à l'époque. Elle apparaît brièvement dans le rôle de Madame D.J.A., la riche épouse dont Degas pense qu'elle finira par obtenir sa libération de prison. Ce caméo, non crédité au générique, est un véritable trésor caché pour les spectateurs attentifs. Il ajoute une étrange dimension de réalisme à la scène, sachant que Hoffman faisait ses adieux à sa véritable femme, tout en incarnant un homme persuadé de la revoir.
Paul McCartney a écrit une chanson grâce à ce film. Lors du tournage en Jamaïque, Dustin Hoffman a rencontré Paul McCartney qui passait des vacances à Montego Bay avec Wings. Un soir, Hoffman a invité McCartney à dîner et lui a lancé un défi: écrire une chanson sur n'importe quel sujet. Comme Pablo Picasso venait de mourir, Hoffman a suggéré à McCartney de composer une chanson autour des dernières paroles de Picasso, « Buvez à ma santé ». Buvez à ma santé. Vous savez que je ne peux plus boire. Buvez à ma santé. Buvez à ma santé. McCartney a créé une maquette sur place, à table. Le résultat, les derniers mots de Picasso, figurent sur l'album de Wing, Band on the Run, sorti en 1973. Un cadeau inattendu d'une production légendaire à une autre, né d'un dîner informel dans les Caraïbes. N'oubliez pas de vous abonner si c'est fait vous laisse sans voix. Et restez jusqu'au bout, car la révélation bonus à la fin est vraiment incroyable. L'apparition poignante du scénariste mis sur liste noire. Dalton Trumbo fut l'un des scénaristes les plus talentueux de l'histoire d'Hollywood jusqu'à ce que la chasse aux sorcières anticommunistes anéantisse sa carrière. Mis sur liste noire dans les années 1940, Trumbo passa des années à écrire sous pseudonyme. Incapable de revendiquer la paternité de son propre travail, Papon fut son dernier scénario crédité. Shaner offrit à Trumbo un bref caméo dans le rôle du commandant sévère qui s'adresse aux prisonniers nus au début du film. Debout devant eux, Trumbo déclare « La France s'est débarrassée de vous ». Cette réplique résonne profondément personnellement. Trumbo savait ce que c'était que d'être rejeté par son propre pays. Il mourut 3 ans plus tard, ce qui rend cette brève apparition d'autant plus poignante. La prison a été reconstruite à partir des plans originaux. L'équipe de production n'a pas simplement construit un décor de prison, elle a recréé la véritable colonie pénitentiaire de Saint-Laurent-de-Moroni en utilisant les plans architecturaux originaux. L'imposante structure construite à Falmouth, en Jamaïque, s'étendait sur plus de 244 mètres, 800 pieds, et se situait dans la ville jamaïcaine du même nom. Chaque détail a été soigné, des murs oppressants aux cellules claustrophobes. Les réalisateurs ont même utilisé des images de la véritable prison abandonnée de French Guiana, envahie par la végétation, que l'on retrouve pendant le générique de fin. Ces images obsédantes rappellent aux spectateurs que ce cauchemar a réellement existé, que de vrais hommes ont souffert entre ces murs. La scène du cigare qui a tout changé. L'un des moments les plus mémorables du film survient lorsque Papon rencontre Toussaint, le chef de la léproserie, interprété par Anthony Zerbay sous un maquillage prothétique imposant. Toussaint offre à Papon une bouffée de son cigare, une épreuve de courage déguisée en hospitalité. Papon accepte sans hésiter, enroulant ses lèvres autour du cigare. Stupéfait, Toussaint lui demande comment il savait que sa lèpre n'était pas contagieuse. La réponse est parfaite. McQueen, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ce simple échange résume tout le personnage, sa rébellion, son désespoir, sa volonté de tout risquer pour la liberté. Zerbe a déclaré plus tard que cette scène était l'une des plus intenses qu'il ait jamais filmées, la séquence onirique qui hante les spectateurs. Des décennies plus tard, en isolement total, Papon hallucine un procès qui se déroule sur une plage déserte. Un juge en longue robe rouge l'accuse du pire crime qu'un être humain puisse commettre. Non pas un meurtre, mais une vie gâchée. La peine encourue est la mort. Papon ne clame pas son innocence. Il baisse simplement la tête et murmure « Coupable, coupable, coupable » en s'éloignant. La séquence, délibérément surréaliste, est filmée avec un éclairage cru et un minimum de dialogue. Nombreux sont les spectateurs qui se souviennent de cette scène plus vivement que de tout autre dans le film. Elle touche à quelque chose de primordial. La peur de gaspiller le précieux temps qui nous est imparti. La consommation de bière de McQueen nécessitait des changements de costume. Steve McQueen découvrit la bière jamaïcaine Red Stripe pendant le tournage.
Il la découvrit avec enthousiasme, peut-être même un peu trop. Au fil du tournage, le poids de McQueen commença à augmenter sensiblement. Le département des costumes, dirigé par Kent James, s'adapta discrètement. On a habillé McQueen avec des vêtements de prison de plus en plus amples pour dissimuler son tour de taille qui s'élargissait. Les changements étaient si subtils que la plupart des spectateurs ne les ont pas remarqués. Mais regardez attentivement les scènes suivantes et vous pourriez bien apercevoir la différence. Parfois, les plus grands défis du cinéma n'ont rien à voir avec les cascades ou les effets spéciaux. La soirée cannabis qui a rendu le réalisateur malade. En Jamaïque, au début des années 1970, le cannabis était facilement accessible et l'équipe du film en a pleinement profité. Mais certains membres de l'équipe ont décidé que fumer ne leur suffisait pas. Ils ont fait bouillir le cannabis et l'ont mélangé à des boissons lors d'une fête. Plusieurs personnes ont été prises de violents malaises après avoir consommé cette mixture concentrée, y compris le réalisateur Franklin Shaner lui-même. L'incident a temporairement interrompu le tournage, ajoutant un nouvel épisode chaotique à une production déjà mouvementée. Entre les difficultés financières, les cascades dangereuses et maintenant cet incident, Papio semblait déterminé à mettre à l'épreuve tous les participants. Harry Shearer n'a jamais vu le film terminé. Le véritable Harry Shearer a officié comme consultant durant la production, se rendant sur les plateaux de tournage en Jamaïque et en Espagne, partageant des récits de son emprisonnement et donnant des conseils sur les détails d'époque. Ali McGrath, la compagne de McQueen présente lors du tournage, a décrit Shearer comme un personnage charmant mais doté d'un ego démesuré. Tragiquement, Shearer décéda d'un cancer de la gorge le 29 juillet 1973, quelques mois seulement avant la sortie du film en décembre. Il ne vit jamais le film, ne vit jamais McQueen donner vie à son histoire, n'entendit jamais le public retenir son souffle devant son incroyable récit de survie. Le film qui l'a immortalisé fut achevé sans lui. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire quel fait vous a le plus surpris. Nous lisons tous les commentaires. Ce livre pourrait être à 75% fictionnel. Omri Sharier a toujours affirmé que son autobiographie était vraie à 75%. Des chercheurs modernes suggèrent que ce pourcentage est peut-être optimiste. Le journaliste français Gérard Davy, auteur de l'enquête Papillon-Pangolin, prétend, dans son roman semi-biographique Papon, qu'environ 10% seulement relève de la vérité. Nombre des aventures les plus palpitantes relatées dans le livre se seraient déroulées pour d'autres prisonniers dont Shearer aurait assimilé les récits et se les serait appropriés. Les autorités françaises affirment qu'il n'a jamais purgé de peine sur l'île du Diable. Même la géographie de l'île est erronée dans le livre. Il y est décrit des falaises rocheuses alors que le terrain descend en pente douce vers la mer. La question demeure, est-ce important? La vérité émotionnelle de l'histoire, ses thèmes d'amitié et de liberté, résonnent en toutes circonstances. Le budget a explosé, passant de 4 à 14 millions de dollars. Papon devait coûter 4 millions de dollars, mais a finalement coûté 14 millions, une somme astronomique pour 1973. La production a connu des difficultés financières constantes, les producteurs devant littéralement envoyer par avion des bobines de Rushes à Paris pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite du tournage. Les tournages dans des lieux reculés en Espagne, en Jamaïque et à Hawaï ont engendré des difficultés logistiques considérables. Le climat tropical a provoqué des retards à répétition. Les décors élaborés nécessitaient un entretien constant. Pourtant, malgré tous ces obstacles, le film a rapporté plus de 53 millions de dollars dans le monde entier, se classant 4e au box-office de 1973. Quelques anecdotes incroyables sur le classique de 1973, Papon. Le pari s'est avéré payant de façon spectaculaire. Quentin Tarantino le qualifie de l'un des montages temporels les plus percutants jamais réalisés. Dans ses critiques rétrospectives, il a fait l'éloge de Papon, le décrivant comme un film culte pour les garçons de son âge qui l'ont vu à sa sortie.
Il souligne notamment la performance de McQueen lors des scènes d'isolement qu'il considère comme l'un de ses plus beaux moments d'interprétation dramatique au cinéma. Tarantino souligne également ce qu'il considère comme l'une des transitions temporelles les plus marquantes jamais filmées, le passage instantané de Papon de sa seconde période de solitude, marquée par des années de vieillesse et de souffrance. Le réalisateur précise que si le film peut se révéler prétentieux et d'une noirceur implacable, son impact émotionnel est indéniable. Un éloge appuyé de la part d'un des critiques de cinéma les plus exigeants. Information bonus. La véritable signification du papillon va bien au-delà de la liberté. Voici la révélation que nous attendions. Le tatouage de papillon qui a valu à Charrier son surnom représente bien plus qu'un simple symbole de liberté. Dans la culture française, le papillon papallon revêt une profonde signification spirituelle. Elle représente la transformation, le voyage de l'âme, la métamorphose d'un état à un autre. Le chef décorateur Anthony Masters aurait subtilement intégré des images de papillons dans les décors et les jeux d'ombre du film, renforçant ainsi ce thème d'une manière imperceptible pour la plupart des spectateurs. Lorsque Papon se jette enfin de la falaise, serrant contre lui sa noix de coco emballée, la caméra le saisit comme en suspension dans le ciel, les bras grands ouverts. Il ne s'évade pas simplement. Il émerge de sa crise, se métamorphosant de prisonnier en homme libre, de chenille en papillon. Le film tout entier devient une méditation sur la transformation par la souffrance. Le véritable système pénitentiaire français a finalement été fermé, incapable de survivre à sa propre brutalité. Mais le papillon a perduré, et ce film aussi. Voilà. 21 anecdotes et un bonus inoubliable sur un film qui refuse de tomber dans l'oubli. Papon perdure car il touche à quelque chose de fondamental en nous. Le désir de liberté, la force de l'amitié, le refus de laisser les circonstances définir notre esprit. Steve McQueen et Dustin Hoffman ont créé une œuvre intemporelle dans la jungle jamaïcaine. Une œuvre qui continue d'émouvoir les spectateurs plus de 50 ans après sa sortie. Chaque combat, chaque évasion, chaque instant de complicité entre deux hommes si différents nous rappelle ce que le cinéma peut accomplir de mieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites sans aucun doute partie de la famille du Club du Révisionnage. Alors, prouvez-le! Laissez un emoji papillon en commentaire si vous avez déjà vu Papon en entier. Aimez et abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres analyses approfondies des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Dites-nous quel moment de ce film vous donne encore des frissons. À bientôt et bon visionnage.